Bonjour. Test, test. Si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, écrivez un commentaire dans ce sens. Bonjour tout le monde. Bon, il y a en fait un décalage entre ce que je dis et donc le temps que ça arrive chez vous. Donc c'est bien Facebook Live, tout ça, mais c'est un peu compliqué. Donc je vais quand même faire donc la présentation. Et puis de temps en temps, je vais venir voir s'il y a des questions ou sinon on les laissera pour la fin. Donc j'attends encore quelques secondes. Est-ce que ça coupe ou pas? J'ai l'impression que ça coupe l'image. En fait, c'était prévu à 30, donc là il est 28. Je vais encore attendre 2 petites minutes pour être dans le timing. En fait, c'était prévu à 30, donc là il est 28. Je vais encore attendre 2 petites. Super, allons-y. Donc, rapidement, donc je me présente. Salam alaikum à tous, Beda. Et j'espère que ce qui se passe en ce moment, ça va s'arrêter le plus rapidement possible. On a tous l'impression d'être dans un cauchemar. Mais bon, alhamdoulilah, il y a quelques initiatives, بحال ديال القراية في الدار, qui m'ont donc j'ai pas hésité à participer. Donc je suis rapidement, donc c'est Faisal Grouali. Je suis manager donc d'un data lab du groupe Medtech. Je m'occupe de la partie data et l'analyse de données, valorisation des données. Et en même temps, en parallèle, je suis intervenant à l'Université internationale de Rabat en tant que professeur master exécutif les technologies Big Data. C'est un exercice assez difficile, même si je suis habitué à donner des cours, mais donc sur le live comme ça, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression de parler tout seul. Et donc voilà, je vous demande d'être indulgent. Si jamais donc je me perds ou là il y a un petit problème, n'hésitez pas à me l'écrire sur les commentaires. De temps en temps, je vais essayer de voir s'il y a des questions et j'essaierai d'y répondre. Sinon, jusqu'à la fin, je ferai le tour. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est
plusieurs choses. Donc d'abord ce que c'est le big data, comment faire le big data, les rôles, les outils du big data donc en termes de technologie et donc aussi les architectures qu'il y a. Mais avant, je veux juste vous raconter une petite anecdote. En fait, comment je me suis retrouvé avec Big Data et à partir de l'anecdote, on va faire mot kamlin. Est-ce que c'est le Big Data et comment l'appliquer, comment les entreprises et les industriels aujourd'hui doivent l'appliquer. En fait, quand j'étais étudiant, donc j'ai fait mes études en France, ou des étudiants à l'étranger, marocains, donc on travaille à côté, donc on fait des petits boulots pour pouvoir donc arrondir les fins de mois. Et donc là, je travaillais à Burger King. J'étais chez Burger King, l'équivalent d'Yalo France. Et donc, en tant que équipier, en fait, je prenais des commandes. Je prenais des commandes et donc je tapais ça sur le dispositif. Et derrière, en cuisine, donc il y a des gens qui préparaient les sandwichs que je tapais. Et par contre, les boissons, c'était moi en fait. Moi qui étais à la caisse, je prenais la commande des boissons, tu n'as les personnes. Donc c'était à moi de le faire. Ok, le monde de la restauration rapide, ou ce qu'on appelle le rush, entre 12h30 ou 14h, c'est là où il y a vraiment un pic des personnes qui viennent, il y a beaucoup de monde et c'est très très difficile à gérer, il faut aller très très rapidement. Et donc, pour aller rapidement, pour faire les choses plus vite, pour taper les boissons, vu que c'était moi qui les servais, à chaque fois que quelqu'un me demandait par exemple un Sprite ou là un Fanta, je tapais Dima غير Coca pour aller plus vite. Et comme c'était à moi de donner la boisson, donc je me rappelais exactement ce que voulait la personne. Donc même si je tapais Coca, j'allais chercher du Fanta ou là du Sprite. Donc 12 شهر بحال هكا et le mois d'après j'ai عندي donc le manager حضاني شاف داكشي عيط ليا قال لي فيصل qu'est-ce que tu fais etc. C'est pas normal ce que tu fais. قلت ليه علاش ياك pour moi tu paies rien du tout, tu perds pas d'argent, il y a que ça coûte je sais pas 1 euro ou 2 euros ou le client il est content, tout le monde est content. Oui il dit Faisal viens avec moi et on va voir ce que tu as fait comme bêtise. مشيت معاه شفت la commande ديال الفورنيسور جات غير كوكا. Et donc c'est là en fait où j'ai compris donc à partir de cette petite anecdote que l'importance de la data, l'importance de l'analyse des données et la valorisation des données dans la prise de décision. Et donc c'est là, est-ce que c'est cette anecdote qui m'a mis sur le chemin de la big data ou de la data en général, je ne sais pas, mais en tout cas c'était ça un petit peu le début. Et donc pour revenir au sujet de la big data aujourd'hui, ce que je veux en fait vous expliquer, c'est que aujourd'hui, on peut plus se permettre en tant que responsable d'entreprise, en tant que décisionnaire, de prendre des décisions qui sont basées sur de l'intuition, mais plutôt sur des faits réels, sur de la donnée, sur de la statistique. Et donc ça change tout. Ça vraiment, enfin, le fait de prendre des décisions qui sont basées sur des choses factuelles, ça change vraiment les choses et ça peut donner donc des résultats plus adéquats. Donc revenons rapidement au big data. Pourquoi aujourd'hui on parle de big data? Pourquoi ce terme de big data? Tout simplement parce que le monde des données a changé. Aujourd'hui le monde d'Yana il a changé, les données ont changé d'origine. Ok. Donc aujourd'hui tout le monde a des smartphones, nous sommes dans un réseau social Facebook. On va par exemple interagir avec notre banque par rapport les services de la banque, même téléphone d'Yana, l'application web. Et du coup ça impliqué, donc il y en a qui ont des smartwatches, il y a plein de choses, il y a des smart TV, donc notre télé elle va produire de la donnée, il y en a même des frigos autres, les voitures ou d'autres IoT. Et donc les origines qui ont été changées, ça a changé plusieurs choses. Avant, pour interagir avec la banque, pour aller par exemple faire un virement, pour avoir un virement, là, pour faire d'autres opérations bancaires, on était obligé d'aller donc physiquement à l'agence. Il y avait une personne qui nous recevait, qui avait un seul terminal, une seule source de données, qui tout était cadré. Aujourd'hui, donc, on ne peut plus se permettre, ou là, un service ne peut plus se permettre de se faire en monocanal, en physique, mais en omnicanal. Juste entre parenthèses, donc c'est ce qu'on appelle la digitalisation des services, c'est-à-dire que aujourd'hui les entreprises, les industriels enlèvent les barrières donc géographiques et temporelles entre une personne
et son service. Donc aujourd'hui, on peut avoir n'importe quel service, on devrait en tout cas, si on veut rester compétitif, fournir nos services en manière dématérialisée, mais en même temps sans qu'il y ait de barrières ni géographiques ni temporelles. Donc à n'importe quel moment, on peut faire un virement, à n'importe quel moment, on peut demander le service, par exemple à notre banque, à notre opérateur ou à un achat ou autre. Et donc tout cela induit donc des origines de données plutôt variées. Ce n'est plus vraiment de la donnée structurée de table qu'il y avait Haladi. Alors il y a aussi donc le changement de variété de données, ça va induire aussi le changement de structure. Techniquement on parle de données structurées, c'est les données classiques relationnelles d'une table que vous connaissez avec des lignes, des colonnes. On parle de données semi-structurées, c'est les données de traces, de logs, c'est les données que par exemple quand vous allez surfer sur l'application mobile de votre banque ou sur le site web de votre banque, vous allez en fait laisser, pour les moins technophiles d'entre vous, vous allez laisser en fait des traces, ce qu'on appelle des logs, que derrière on peut, en tant que décisionnaire, en tant que donc des gens de métier peuvent analyser les traces d'Yacom. Typiquement, quelqu'un qui à 1h du matin rentre le site web de sa banque, fait une simulation de crédit immobilier, refait la même chose le lendemain, l'information elle existe. En tant que client, tu l'as laissé. Et donc moi, en tant que banquier, il est de mon devoir, ça serait plus intelligent en fait pour moi d'analyser la trace que j'ai laissée et donc de la valoriser. La valorisation ici, ça serait de contacter cette personne, voir si vraiment elle est intéressée, s'il y a des choses à faire par rapport à cette trace. Et donc cette donnée dite semi-structurée est un changement aussi d'habitude qui a induit le terme de Big Data. Donc les données non structurées, c'est tout ce qui est données images, son ou autres. Donc ça aussi, on peut faire beaucoup de traitements d'images pour voir par exemple, donc faire de l'analyse d'images, l'analyse de texte libre, du text mining ou autre. Donc ça aussi, c'est un nouveau type de structure qui a été induit par les Big Data. Typiquement, on peut faire l'analyse de sentiments, par exemple, des commentaires qu'on peut laisser sur Facebook, sur un groupe Facebook d'une entreprise, ou par rapport à un hashtag d'une entreprise ou autre. Donc, le fait d'analyser du texte libre, le texte libre est une donnée non structurée qui est arrivée donc, avec les Big Data. Alors, il y a un troisième changement, c'est le changement de volume. Bien entendu, vu qu'il y a eu des changements d'origine, de structure, forcément, ça induit un agrandissement en fait de volume de données. Aujourd'hui, donc, on est en train de produire, là en ce moment, je suis en train de produire de la data quelque part dans un cloud de Facebook. Notre téléphone produit de la data, notre télé produit de la data, enfin voilà, la data elle est produite et donc ça agrège en fait, on commence à avoir un grand volume. Et aussi, il y a un point très important que j'aimerais préciser, c'est le fait que l'espace disque, les disques aujourd'hui ne coûtent plus cher. Donc, ça coûtait énormément cher. Aujourd'hui, même pour le grand public, 1 Tera, ça coûte, je sais pas, 700-800 dirhams. Donc, ça a été vulgarisé. Donc, on a plus tendance, et vu qu'on sait qu'il y a une valorisation à faire derrière, les entreprises ont plus tendance à stocker le plus de données. Il y a aussi le fait qu'il y ait le cloud qui a aussi vulgarisé la notion de stockage. Donc, important aussi de pouvoir stocker sur un cloud, c'est très important. Et c'est plutôt accessible à tout le monde. Alors, le défi le Big Data, c'est effectivement de pouvoir traiter les nouveaux genres. Leur défi, c'est vraiment de les traiter, de ce volume, cette variété de données, les traiter et plutôt les valoriser. On va voir les différents traitements qu'il peut y avoir. Je vais essayer d'accélérer un peu plus, parce que j'ai pas mal de slides à vous montrer. Alors, le terme Big Data ou le terme Big pose un problème, ça aussi j'aimerais bien le souligner. Pour le commun des mortels, quand on parle de Big Data, on pense forcément à Big, c'est-à-dire grande donnée ou grand volume de données. C'est faux, enfin c'est vrai, oui, on parle vraiment de volume de données, mais ce n'est pas que du volume, d'accord? C'est le volume, mais aussi la variété de la donnée. Donc j'ai parlé tout à l'heure d'images, de sons, de traces, de logs, etc. Donc c'est oui le volume, mais aussi la variété, et aussi la vélocité. On parle aujourd'hui de 3V, il y en a qui parlent de 4V ou 5V dans le monde du Big Data, les HOMA.
Donc le volume, la vélocité, c'est-à-dire que on veut donc traiter de la donnée, avoir des réponses en temps réel. La variété, c'est le fait de pouvoir donc traiter des données structurées, semi-structurées et non structurées, comme j'ai précisé au tout début. La véracité, c'est-à-dire qu'on doit être capable aussi de vérifier que la donnée que j'analyse, que je traite est vraiment de bonne qualité. D'accord? Parce qu'on parle aussi de qualité de données ou de gouvernance de données de manière générale. Et la visibilité, ça aussi c'est un cinquième V qui a été ajouté pour dire en fait que nos données analysées, traitées doivent être en fait valorisées et mises à disposition aux décisionnaires d'une manière vraiment très, très visible, parce que ce n'est pas forcément des informaticiens à la base, donc il faut leur fournir des KPI vraiment très très clairs ou des choses qui vont les aider à prendre la décision de manière assez visible. Bon, là c'est une étude de IDC Digital Universe qui dit qu'en 2025 il y aura 175 zeta-octets de data. Donc pour vous dire, zeta-octet c'est 10 puissance 21 d'octets, c'est vraiment énorme et c'est que des études, mais on est vraiment bien parti pour cela. Et donc ça va impliquer aussi donc encore plus de métiers par rapport à la data. On parlera tout à l'heure de data scientist, on parlera de data architecte, data analyst. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui font de l'IT. Et donc là je reparle de la vélocité, le traitement temps réel, la variété. Ok, je vais passer tout cela. Alors, donc, pour résumer, donc, le Big Data, c'est quoi? C'est un défi de stockage et de traitement. Et plutôt, donc, quand je dis traitement, c'est valorisation. Le type de données. Les données sont volumineuses, ils ont une certaine variété et c'est des données qui se changent en temps réel. Donc, le défi du Big Data, c'est bien pouvoir gérer le genre de data. Il y a des exemples d'utilisation use case, on va les voir en fin de cette présentation. Alors, les utilisations du Big Data sont diverses. Il y a ce qu'on appelle le descriptif, c'est-à-dire que grâce au Big Data, on peut décrire ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu ce que faisait un peu la BI il n'y a pas si longtemps, qui fait toujours, mais je vais vous expliquer la différence entre Big Data et BI. Il y a aussi le côté prédictif, grâce notamment au machine learning et à l'intelligence artificielle. Donc le big data permet de prédire ce qui va se passer. Et aussi un point un peu plus nouveau aujourd'hui qui est la prescription, donc prescriptive, une utilisation prescriptive, c'est-à-dire que grâce au big data, on peut expliquer comment on peut arriver à un résultat. Donc les étapes qui vont nous mener vers un résultat. Alors, pourquoi ce n'est pas la BI, ou pour les gens qui font du décisionnel la BI? Tout simplement parce que la BI, ça je vais ouvrir une petite parenthèse assez technique. Donc en fait la BI repose sur ce qu'on appelle du structuré ou là, du data warehouse. Donc qui sont un data warehouse, donc c'est un entrepôt de données qui est fixé, figé. On sait à la base ce qu'on cherche. Donc il est subdivisé, si on passe en mode étoile, en mode data mart, par BU, par métier. Donc il y a un métier achat, métier vente, métier RH ou autre. Donc chaque BU elle a son univers où elle peut faire ses traitements, où elle peut faire ses requêtes, etc. Et la big data elle est arrivée pour justement dessillonner les univers. On s'est rendu compte que l'analyse peut être restrictive si chaque BU d'une entreprise fait ses analyses dans son côté. Je me rappelle d'un use case en 2011 de mémoire, c'était vraiment au tout début, j'étais encore consultant Capgemini en France, Orange / France Télécom, qui a en fait un problème par rapport aux BTS, donc les antennes de France Télécom. Il y avait un problème avec les antennes, il y avait certaines antennes qui tombaient en panne plus rapidement que d'autres, d'accord? Donc de la maintenance prédictive qui faisait de manière classique, ils savaient qu'une antenne, voilà, X, elle doit durer, je sais pas, 6 mois, 7 mois. Les antennes, précisément, au lieu de durer 6 mois, 7 mois, ça durait que 2 mois et tombaient souvent en panne. Donc, quand ils étaient dans un monde
disons BI, Data Warehouse classique, ils pouvaient canaliser leur maintenance prédictive ou leurs analyses de manière générale que les données internes de France Télécom, que les données internes d'Orange, ils ne pouvaient pas s'ouvrir en prenant en compte donc cette architecture cloisonnée décisionnelle BI classique. Ils ne pouvaient pas prendre en compte des données externes. Et donc, avec la venue de Big Data, ils se sont dit pourquoi pas, pour comprendre les BTS, ils tombaient en panne plus rapidement que d'autres, pourquoi pas faire rentrer d'autres données, d'autres informations, notamment des informations de la ville, pour voir pourquoi, qu'est-ce qui fait que les antennes crament. Donc effectivement, grâce notamment donc, à une équipe de data scientists, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est le rôle de data scientist, certaines informations météo, géographiques ou autres, ou les informations du transport en commun. Et il s'est avéré que les antennes sont à la sortie des bouches de métro. À chaque fois que les antennes en question, une sortie de la bouche de métro. Et effectivement, il s'est avéré que avant le réseau, donc à l'époque, il n'y avait pas de 3G les métros. Donc, à chaque fois qu'ils sortaient le métro, le premier réflexe qu'ils faisaient, c'est que tout le monde, d'un seul coup, prenait son téléphone et checkait sa boîte mail ou checkait ses messages. Et ça créait, donc je ne suis pas quelqu'un de télécom expert, mais apparemment, ça créait un pic de charge, les antennes en particulier, et ça crée le problème. Donc, le fait, donc la big data par rapport à la BI classique, oui, on traite de la donnée, mais le fait de rajouter des données internes, des données aussi externes de l'entreprise, ça peut ramener une valeur ajoutée. Et c'est là en fait tout l'enjeu du big data, c'est la capacité de pouvoir analyser des données structurées et non structurées de manière désilonnée dans un seul même lieu, le data lake, un lac de données. Donc on crée un lac de données où on va jeter en fait sans structure, sans se soucier de quoi que ce soit, on va jeter toutes les données qu'on a. On va aller chercher d'autres données externes pour être plus compétitif, pour mieux comprendre des situations. Alors il y a plusieurs manières d'aller chercher des données externes. Hein. Il y a les cartes fidélité par exemple pour le retail, il y a des jeux sur vos pages Facebook, il y a, on peut en parler, il y en a de plus en plus. Donc il y a toujours moyen, il y a plein de choses sur Facebook, il y a plein de choses sur Twitter, il y a plein de choses sur d'autres sites, et tout cela, s'il est valorisé, si on se donne les moyens de les analyser, les valoriser, on peut les mettre à profit à notre business et les mettre à profit pour comprendre certaines situations. Donc tout cela, donc un data lake vs le data warehouse classique de la BI. N'hésitez pas, si vous avez, on ne voit pas bien les slides. Ah pardon. Désolé. Alors, je définis le big data. 3V. Alors, comment faire le big data? J'espère que ça ira beaucoup mieux. Bon, je vais pas attendre que ça arrive. Alors, comment faire le big data? En fait, la première entreprise qui a eu donc ce défi de traiter et d'analyser des données en temps réel, de pouvoir donc traiter cette quantité de data et cette variété de données, c'est Google. Donc, en fait, Google avait comme mission d'indexer le web entier. D'accord? Donc, il avait pour mission d'indexer le web entier pour que l'utilisateur, en tapant une requête sur Google, puisse avoir la réponse à le site web qu'il cherche vraiment en millisecondes, le plus rapidement possible. Et donc, c'est eux qui ont proposé donc, une première solution technique, notamment, et j'ouvre aussi une petite parenthèse assez technique, les deux prochains slides, mais en essayant toujours de vulgariser au maximum. Ils ont partagé deux papiers. Le premier, c'est GFS. Au lieu de stocker donc, les données
les stocker dans une super grande machine qui va nous coûter très cher, et une fois qu'elle sera remplie, si vous voulez, on devrait la changer, ben, on va créer un système de fichiers qui est distribué. C'est-à-dire qu'on va mettre en relation plusieurs machines en parallèle, et chaque fichier qu'on va stocker, ben, on va le subdiviser en blocs et on va le partager plusieurs machines. Et ce qui fait, c'est que ça nous ramène en fait une scalabilité horizontale, disons à l'infini. À chaque fois qu'il y aura un besoin ou une montée en charge, on parle plutôt en espace disque, on peut rajouter ce qu'on appelle un nœud, un autre serveur, une autre machine, l'architecture d'IALI parallèle. Le premier, donc ça a été fait par ce qu'on appelle GFS, Google File System. Ensuite, je vous passe ça. Ensuite, ils ont partagé un autre papier sur le traitement. Donc, le stockage, la distribution de stockage GFS. Okay? Maintenant, on doit pouvoir distribuer aussi le traitement. Pareil, au lieu de donc, le traitement, elle a une quantité de données. Au lieu de ramener la personne très intelligente ou la machine très puissante qui va me faire disons le traitement et qui va me coûter cher, peut-être qu'il ne va pas y arriver, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en parallèle plusieurs petites machines, et l'opération va se faire en parallèle et donc plus rapidement, plus simplement. Je vous donne un exemple. Il a par exemple million ديال كارطه ديالنا وعطيتها لواحد قلت لي عافاك جبد لي الليسان ديال الذهب من هاد مليون كارطه. واخا يكون le plus intelligent, déjà s'il est très intelligent ça va me coûter cher, il va prendre du temps à faire le traitement ديال جبد الليسان الذهب من مليون de كارطه. Par contre, si je ramène, je sais pas, 200 ou 300 personnes, où chaque personne a un bout le jeu de cartes, à ce moment-là, le traitement va se faire d'une manière parallèle et il sera beaucoup plus rapide. Je vous ai schématisé à peu près donc la notion en fait de distribution. Distribution le stockage, d'accord? Distribution le stockage, donc les données vont être stockées de manière distribuée, et distribution aussi le traitement. C'est la clé le big data ou le traitement de big data. Et toutes les technologies qui vont venir par la suite sont basées sur ce principe de distribution, ce qu'on appelle le MapReduce. Donc les deux papiers ont été repris par Smith Hadoop Cutting, et il a créé un écosystème Hadoop, d'accord? Donc c'est tout un écosystème qui a repris donc le GFS de Google HDFS, Hadoop Distributed File System, MapReduce. Là je vous rappelle un petit peu ce que je dis oralement. Alors on a la prédiction. Donc le machine learning pour prédire en fait à partir de ce qu'on a. Donc le machine learning, comme le dit son nom, en fait le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage machine. Les êtres humains, en fait, on apprend comment? Les êtres humains, on apprend par l'expérience. D'accord? Donc vous avez, moi j'ai ma nièce, un perroquet, d'abord quand je lui dis c'est quoi ça, il est où le perroquet, le perroquet. Elle a un an. Insan qui تعلم بالexpérience. قبل من هادشي الماشين ليرنينغ, l'intelligence artificielle ou big data, la machine, elle n'apprenait pas, on lui donnait des requêtes, if else, d'accord, et ça suivait en fait des requêtes, si alors. À un moment donné, on s'est dit, là, la machine ne ferait pas, disons l'être humain, qu'elle apprenne en elle-même. Donc pour qu'elle puisse apprendre, il lui faut de l'expérience. شنو هي l'expérience pour la machine? Il y a la data. Donc le machine learning se base sur la data. Deuxième point, c'est que le machine learning, c'est vraiment des modèles mathématiques, disons empiriques, qui existaient depuis très longtemps, qui ont des recherches d'effectuation, mais c'est des modèles mathématiques de statistiques قدام. Donc c'est pas nouveau. Mais si je dis, ce qui est nouveau, c'est la capacité aujourd'hui, grâce au big data, grâce aussi à la digitalisation, d'avoir beaucoup de données et beaucoup de variétés de données, et avoir la capacité de pouvoir les traiter grâce à la distribution. Le machine learning a besoin d'expérience, de data. Un programme يعرف شنو هو un perroquet, ماشي بحال الانسان, ماشي بحال مانيس, il a besoin de plus de 5 photos de perroquet. Il a besoin, disons, de 500 000, 1 million de photos de perroquet. شكون اللي عنده 1 million de photos de perroquet? C'est Google. C'est sur internet.
C'est les gens qui partagent. C'est pour ça les GAFA aujourd'hui, dans la bourse, c'est beaucoup mieux que Total ou autre. Ils ont, et c'est nous qui leur fournissons ces datas, c'est que c'est eux qui ont l'expérience. Et avec l'expérience, avec les machines, avec les modèles statistiques, certes, mais avec la puissance de distribution qui est donnée par les technologies Big Data, on arrive aujourd'hui à lancer donc ces modèles-là et on arrive à faire des prédictions statistiques. Machine learning, il y a deux types de machine learning. Il y a ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage supervisé, c'est un apprentissage qui est basé sur des données étiquetées. Okay. En fait, typiquement, je ne sais pas si j'ai d'exemple. Oui, voilà. Donc, par exemple, vous avez un... J'espère que vous voyez. Vous avez en fait un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Imaginons par exemple que l'axe des abscisses, vous êtes une agence immobilière. Voilà. Vous êtes une agence immobilière et votre but, c'est de prédire le prix d'un bien immobilier. Okay? À chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui veut vendre ou qui veut louer un bien immobilier, votre mission, c'est de prédire en fait le prix du bien immobilier. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que grâce au machine learning et grâce à ce qu'on appelle, c'est un algorithme de régression linéaire, tout ce qui est en rouge, en fait, c'est l'historique l'indi, tous les biens immobiliers que j'ai déjà loués par le passé. L'axe des abscisses, par exemple, peut être le nombre, par exemple, de chambres. Ou l'axe des Y, c'est le nombre, c'est le prix. Okay? Et donc, par exemple, notre data scientist, il a trouvé une relation, là, une corrélation entre le nombre de chambres et le prix. Vous n'arrivez pas à voir en vrai. Ouais. Un instant, s'il vous plaît. Ça devrait être mieux. Donc, disons que l'axe des abscisses, c'est le nombre de chambres, le nombre de salles de bain. Okay? Il y a une relation entre le nombre de salles de bain et prix du bien immobilier. Donc, en fait, tout ce qui est rouge, tous les points rouges, c'est l'historique. C'est l'historique qui indique les appartements, les crises, en tant qu'agent immobilier. Par exemple, une seule salle de bain, il m'a coûté 2000 dirhams, je vais mettre un point rouge. Okay? Donc, j'ai un autre qui a eu, par exemple, 3 salles de bain, créé sur 3000 dirhams, je vais mettre un point rouge, etc. Donc, le nuage de points, c'est l'historique, c'est les données qui ont été étiquetées. Okay? Et l'objectif de la linéaire régression, le modèle de machine learning, c'est qu'on va essayer de passer la ligne qui va essayer de se rapprocher avec le moins d'erreurs possible de tous mes échantillons. La ligne, en mathématiques, c'est y égale à x plus b. Donc, y égale à x plus b avec la valeur de a ou la valeur de b, c'est ma formule, c'est mon modèle de machine learning qui va me permettre demain de trouver le prix si jamais il y a un nouveau bien qui arrive avec, je sais pas, 4 salles de bain. La formule, je vais l'appliquer et je vais trouver le prix le bien avec les 4 salles de bain. D'accord? Donc, ça, c'est la linéaire régression, c'est vraiment un modèle basique assez connu dans le machine learning. Alors, il y a d'autres algorithmes, que les algorithmes par exemple d'art de décision, que les algorithmes bayésiens, que les classifications, d'autres classifications autres. Je ne sais pas si on aura un jour l'occasion de vous faire une autre présentation dédiée les différents modèles qu'il y a. Je vais vous donner un exemple d'un modèle de machine learning. Par exemple, je ne sais pas si j'ai le temps. Ok. Là, par exemple, on dit par exemple les différents canaux préférés par les personnes selon leur sexe et leur âge. Je sais par exemple qu'une femme qui a 15 ans, elle aime plutôt le Pokémon, l'autre c'est plutôt WhatsApp, un homme de 32 ans c'est plutôt Snapchat, etc., etc. Donc l'objectif d'y aller à partir de l'historique, trouver le modèle, l'arbre de décision en l'occurrence, qui va me permettre de cibler donc, les personnes selon leur âge et leur sexe. Donc en fait, ce que je fais, je vous donne la solution rapidement, c'est que je vais mettre l'arbre. Si je suis inférieur à 25 ans et que je suis une femme, ça va être
je dois préférer donc le Pokémon. Si j'ai plus que 20 ans et je suis une femme, ça va être WhatsApp. Un homme, c'est plutôt pareil. S'il est moins de 25 ans et un homme, ça va être plutôt Pokémon. L'autre, c'est plutôt Snapchat. Donc, on va déterminer en fait l'arbre de décision pour pouvoir décider quel canal à partir toujours de l'historique. Je vous ai dit, en fait, si jamais il y a besoin on verra ça avec Raif Dar pour parler plus des modèles de machine learning. Je vais finir avec les différentes technologies de Big Data. Donc, je vous ai parlé de l'écosystème Hadoop, donc HDFS qui est le système de fichiers. Le traitement distribué, donc on parle de plutôt MapReduce. Qui est le langage de scripting de haut niveau qui s'appelle Pig, qui nous permet donc de faire du scripting sur des données HDFS, du scripting parallélisé. Hive qui est plutôt donc la notion de table dans le data lake, c'est le data warehouse dans le data lake. Mahout qui est un ensemble donc de librairies de machine learning qui est packagé de l'écosystème Hadoop. Scoop pour se connecter des bases de données relationnelles. Flume, ça va être plutôt pour se connecter des bases de traces. Donc tout ce qui est non structuré, on va le faire plutôt pour Scoop. Zookeeper, donc c'est lui qui va faire de la coordination de tous ces éléments. Et après donc Hadoop, il y a aussi la distribution qui s'appelle Spark, qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc qui fait à peu près la même chose aussi, donc la distribution du traitement. Par contre, c'est fait en mémoire, mais sur un disque, et donc ça part beaucoup plus, c'est plus rapide. Donc, il y a plusieurs éléments. Spark Streaming pour faire du temps réel. On peut le connecter avec du Kafka pour les gens qui connaissent. On peut le connecter directement à LinkedIn, à Facebook ou autre. Et il y a aussi la bibliothèque MLlib. Donc, c'est une bibliothèque qui rassemble les différents en fait, algorithmes de machine learning directement dans MLlib. Donc, il suffit juste de l'appeler, nous, en tant qu'utilisateur final, les appeler directement pour pouvoir appliquer donc, ces modèles de machine learning. Est-ce qu'on continue? Parce que j'ai dépassé les horaires. Alors rapidement, donc qui fait du big data? Donc on a l'architecte, donc les différents métiers aujourd'hui du big data, qui est l'architecte. Alors l'architecte c'est quelqu'un donc qui va être au courant des différentes architectures, qui est une jauge, deux architectures techniques big data qui sont très très connues, donc l'architecture Lambda et Kappa. Et donc les développeurs, donc c'est des data analysts, c'est eux qui vont faire disons de la préparation de la donnée, ok. Et les data scientists, donc c'est des personnes plutôt qui vont avoir une casquette statistique, donc ils vont connaître les différents modèles de machine learning. Ils vont avoir aussi une casquette métier, ils vont avoir une casquette informatique. L'exemple est à tête d'Orange. Orange. Si donc c'est un data scientist qui a trouvé la corrélation entre les bouches de métro ou la position des antennes. Si ce data scientist n'était pas quelqu'un du métier, ben c'est très difficile en fait pour lui de trouver des corrélations. Pareil pour l'exemple de l'agent immobilier. Donc le data scientist, c'est pour ça aujourd'hui c'est un métier qui est très très recherché. C'est qu'il faut à la fois avoir donc des compétences techniques mais aussi des compétences métiers pour pouvoir le faire. Pam, pam, pam. Donc là, j'ai quelques use cases et je finirai par ça. Use cases qui ont été faits par d'autres compagnies. Donc, Nestlé, par exemple, qui a utilisé le Big Data pour superviser en temps réel les avis sur les réseaux sociaux. Les données non structurées. Donc, on peut aujourd'hui analyser en temps réel, suivre par exemple le hashtag ici Nestlé ou le hashtag votre entreprise et suivre tout ce qui se dit en fait. Scraper tout ce qui se dit sur votre hashtag et analyser en temps réel est-ce que avec le texte est plutôt positif, est-ce qu'il est plutôt négatif ou est-ce qu'il est plutôt neutre, d'accord. Donc ça c'est possible aujourd'hui grâce au big data. On peut faire une supervision en temps réel et pouvoir par la suite donc gérer et rectifier le tir en temps réel.
On peut aussi penser à le faire sur Facebook. Par exemple, si vous avez un nouveau produit que vous avez mis sur le marché et vous voulez faire de la veille, voir ce qu'en pensent les gens, ben vous allez poster par exemple la photo de le produit, le groupe d'Ialcom, et vous avez le droit d'analyser en fait tous les commentaires qui vont se dire sur ce post-là et analyser en temps réel les avis. Alors il y a des problématiques, si vous voulez, il y a des problèmes par rapport au Maghreb, c'est que il y a la langue en fait. Quand c'est du français, anglais ou l'arabe classique, ça va, mais quand c'est de la derija ou les derija اللي عندنا بالحروف والارقام, c'est plus compliqué. Donc il y a du travail encore à faire là-dessus. Je pense que j'ai réglé le problème de l'affichage, non? Bon, apparemment, non. Si je veux faire, il faudrait que j'arrête et ça serait pas bien. De toute façon, j'explique ce que je vois là, sans pour autant voir les slides. Qu'il y a aussi des use cases. Par exemple, Starbucks qui analyse les commandes d'Ialcom, et ça c'est aussi grâce aux cartes fidélité. Carte fidélité, c'est un moyen énorme de suivre et de connaître vos clients. Vraiment, c'est pour nous, autant que data analyst ou autant que data scientist, c'est une mine d'or parce que on peut en fait lier le client avec donc ses achats. Il y avait une femme les États-Unis qui a commencé, en fait, qui a reçu des prospectus. Elle a des produits de femmes enceintes, ok, et même le supermarché d'Yala. Quand elle est partie voir son médecin, Patrasa effectivement hamla. Donc en fait, le supermarché, grâce donc à analyser en fait ses achats, et il a trouvé que le comportement des Red Sida s'apparente à un comportement de femme enceinte. Parce qu'il a analysé des choses, parce qu'il a analysé d'autres, donc un historique de personnes enceintes qui ont acheté, je dis vraiment n'importe quoi, du chocolat, le type de crème, etc., etc. Donc ils ont analysé ça et juste après, ben voilà, ils ont acheté, enceinte. Genre un mois après, ben, ils ont acheté les couches d'il y a un mois. Donc ils savent que votre enfant il a un mois. Donc aussi on peut vous envoyer des pubs d'il y a les couches d'il y a 3 mois, dans 2 mois. Enfin voilà, ça va dans tous les sens, mais tout cela grâce à la carte fidélité. Donc il y a d'autres sources, par exemple donc tout ce qui est Smart TV et Box. Donc je sais pas au Maroc si ça se fait, mais on peut par exemple analyser le comportement d'une personne par rapport le temps qu'elle passe la télé, le type de programme qu'elle regarde. Donc tout cela est analysable et on peut en fait segmenter les clients et cibler les clients selon les informations. Alors il y a des dérives, c'est pour ça il y a tout ce qui est réglementation, les données personnelles. Par exemple, si je suis une assurance, ou alors tu vois de la personne qui passe le 2 tiers de son temps dans la télé, donc l'assurance médicale elle sera plus chère pour cette personne. Donc ça c'est des dérives qu'il faut voir, qu'il faut vérifier pour ne pas tomber ferme. Alors Spotify, Amazon, Netflix, donc ils utilisent Big Data pour tout ce qui est recommandation. D'accord, donc ils vont analyser votre lieu géographique, l'adresse IP, les fermes, le lieu géographique, l'âge ou autre, et donc et aussi l'historique de vos chansons derrière, de vos achats, et ils vont vous cibler en fait, ils vont vous donner les différentes en fait playlists ou la chanson qui vont vous intéresser. Etihad donc a utilisé le big data pour cibler en fait les différentes connexions, les futurs disons terminaux qu'ils vont utiliser selon ce qui se passe dans le monde. Je sais pas, il y a
le Maghreb qui a signé un accord de libre-échange avec le pays, ben, forcément il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup plus de demandes, une destination avec le pays, donc on va aller s'installer, on va aller proposer donc l'avion par rapport à des analyses de données. Donc c'est des analyses de données qui sont externes à l'entreprise. Dernier use case, avant de répondre peut-être à quelques questions. Donc Coca-Cola a le jus d'orange smitho Minute Maid. Alors Minute Maid, donc c'est un jus. La problématique c'est que ils utilisent plusieurs types d'orange. Donc on peut pas, ils n'utilisent pas que le type d'orange pendant toute l'année. Et le problème qui se passe, c'est que si par exemple moi j'achète cette Minute Maid en janvier, si je l'achète en août et je ne trouve pas le même goût, je vais me dire qu'il y a un problème ou la khasar ou la chose. Donc ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils vont analyser donc le goût avec le jus d'orange dialome et ils vont prédire le taux de sucre qu'il va y avoir certaines en fait champs d'orange. Ils vont faire plusieurs métriques de taux de sucre, d'acidité ou autres, et ils vont les prédire. Et avec la prédiction dialome, ils vont essayer de balancer les choses et garder toujours le même goût toute l'année. Il y a aussi, on fait ça aussi dans le monde de l'huile d'olive ou toute autre industrie qui est basée sur l'agriculture. Alors, je vais passer aux questions. Les questions. Supprimer le live. Au même moment, je pense qu'il y a donc il prévoit de mettre ces vidéos-là sur YouTube. Donc, il faudrait suivre ça, mais il y aura un lien sur YouTube sur toutes les classes, en fait, tous les cours qui sont passés sur YouTube, sur leur chaîne. J'ai une question en termes de healthcare, l'application de Big Data en healthcare. Oui, donc en termes de santé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Alors il y a beaucoup de communication marketing dans le healthcare parce que c'est aussi entre parenthèses ma vision personnelle. Surtout par rapport à certaines distributions, les éditeurs, ils vont vous présenter leur solution comme une solution qui va guérir le cancer, comme une solution qui va détecter je ne sais pas quoi. Et en fait, vu que c'est un sujet, ils aiment beaucoup ce sujet parce que ça nous concerne tous. Et peut-être qu'il y a des marketeurs parmi nous, en fait, quand nous, en tant que clients, on s'identifie le produit, on a plus tendance à l'apprécier. Et donc, le sujet médical, il est beaucoup utilisé pour vendre, nos produits, donc il faut faire attention. Maintenant, oui, il y a des use cases qui ont donné donc qui ont fait leurs preuves. Je parlais tout à l'heure du machine learning. Donc aujourd'hui, a priori, il y a des programmes, il y a de l'intelligence artificielle / machine learning qui arrivent à analyser donc des radios plus rapidement et plus précisément qu'un radiologue. D'accord? Donc aujourd'hui, on peut prédire ou faire de l'analyse d'image d'une manière beaucoup plus pointue que quelqu'un qui a fait 15 ans d'études. D'accord? Ça, c'est un point. Il y a aussi du prédictif grâce notamment au smartwatch où il y a aujourd'hui la télémédecine. Il y a aujourd'hui des médecins qui font de la télémédecine et qui se connectent à votre smartwatch et qui vous demandent en fait de faire quelques analyses, remplir certains formulaires par jour ou autre. Et donc grâce à cela, ils peuvent vous dire d'augmenter ou de diminuer des substituts pour pouvoir éviter certaines maladies parce qu'ils savent par rapport à l'historique que les constantes qui ont été communiquées vont émaner à certaines problématiques dans le futur. Comment peut-on faire le social listening en streaming chanson qu'on doit passer par le scrapping, implémenter le modèle adéquat? Alors, on fait pas le scrapping, on peut le faire, mais on peut utiliser directement les API, ok? Donc, Twitter a l'API d'IALA, Facebook a l'API, et donc on peut connecter donc ces API de Facebook ou de Twitter directement le Spark Streaming par exemple, qui est un outil de traitement de temps réel, ok? On peut aussi mettre entre les deux du Kafka.
Donc il y a un régulateur de flux si jamais on a des pics, si on a plusieurs personnes qui tuent, on peut mettre un Kafka pour solidifier. Ça c'est pour Shayma Mofrod, j'imagine que tu es assez technique. Oui, la e-santé, non pas la télémédecine. Pardon si c'est Hakam. Bon, je vois pas forcément la différence si vous pouvez nous donner plus de détails en commentaire. Voilà, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. J'aurais bien aimé continuer encore un peu plus, mais je pense que j'ai dépassé le temps imparti. Peut-être qu'il y aura une seconde séance. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, merci pour votre indulgence. C'est un exercice assez nouveau, perturbant, parce qu'on a l'impression de parler seul, mais en tout cas, c'est enrichissant. Et j'espère pouvoir le reproduire une autre fois. Merci à Kraya Vtar pour l'initiative et à très bientôt. Merci.